Des questions? C'est très bien. On va laisser Monsieur le Président. Je vais faire le tour. Bonjour. Comment vas-tu, ça va? جست بعد شوية خذ دي تصويرة هي الاباريل تاعي جست تنزل على باور وهي تصويرة بعد شوية de thèse avec un petit bout d'après-midi qui est arrivé ici. J'apprécie, j'aime beaucoup. Ça sent très bon. Donc, Madame Twill, vous êtes mariée, puisqu'on s'est rencontrés au centre d'études à Sousse il y a 2 ou 3 ans maintenant. Vous étiez en début de thèse. Donc, vous allez donc soutenir votre thèse qui porte sur la gestion des risques et l'aide à la décision dans la chaîne logistique hospitalière, une application qui est faite au niveau du centre hospitalier universitaire Salou de Sousse, si je ne dis pas de bêtises. Donc vous avez 45 minutes de présentation. Je vais vous demander d'essayer de respecter ce temps de présentation. À la suite de quoi, eh bien, il y aura un échange avec vos maîtres et juges du jour. Donc voilà, à vous la parole, quand vous voulez. Bonjour Monsieur le Président, bonjour Monsieur le membre du jury, Mesdemoiselles, Mesdames, Messieurs. Je vais vous présenter aujourd'hui mon travail de recherche intitulé Gestion des risques et aide à la décision dans la chaîne logistique hospitalière, cas des blocs opératoires au CHU 100 000 de Sousse. Ce travail a été réalisé en co-tutelle entre l'École centrale de Lille et l'Institut supérieur de gestion de Sousse sous la direction du professeur Slima Madi, du professeur Mustafa Besarek et le co-encadrement de Mademoiselle Reika Igaï. De plan de ma présentation qui se présente comme suit. Je vais commencer par introduire et positionner mes travaux de recherche. Par la suite, je vais présenter la problématique de mon travail. Ensuite, je vais présenter la partie intitulée Logistique et gestion des risques en milieu hospitalier. Cette partie est subdivisée en 3 sous-parties. Donc, je vais commencer par la logistique hospitalière. Par la suite, je vais passer à la gestion des risques. Et enfin, je vais présenter les risques hospitaliers. Ensuite, je vais proposer notre approche de gestion des risques choisie, qui est en fait basée, que nous avons baptisé index agent. Donc l'index, c'est une approche de gestion des risques, c'est l'analyse des modes de défaillance, de leurs effets et de leur criticité, qu'on a couplé en fait avec les systèmes multi-agents. Cette même partie est subdivisée en 3 sous-parties. Je vais présenter notre terrain d'étude. Par la suite, je vais présenter la mise en œuvre de cette approche au CHU Saint-Gall et l'index agent que nous avons baptisé. Ensuite, l'avant-dernière partie est consacrée aux simulations et résultats. Et enfin, je vais finir par la conclusion et les perspectives. Le milieu hospitalier est en fait un milieu sensible et complexe. Il est caractérisé par la multiplicité des activités au sein de l'hôpital, donc à savoir dans les blocs opératoires, dans l'urgence, dans les consultations externes, dans les services imagerie, ainsi de suite. En plus, il est caractérisé par la multiplicité des usagers. Donc, en effet, on trouve le patient, le personnel et les visiteurs. En plus, le milieu hospitalier est caractérisé aussi par l'augmentation de plus en plus accrue des dépenses de la santé et l'ajout du secteur privé. Ceci engendre la multiplicité des situations face auxquelles un système hospitalier est confronté. Ceci pose plus d'exposition à différents risques, ce qui induit la nécessité d'introduire les systèmes hospitaliers
dans un cadre de modélisation, d'optimisation, d'aide à la décision et de gestion des risques, afin de minimiser les coûts, afin de rationaliser l'utilisation des ressources de plus en plus rares et coûteuses et d'améliorer la qualité des soins offerts aux patients. Donc, un état de l'art des différents travaux élaborés dans le cadre de modélisation et d'optimisation des systèmes de la santé montre par exemple qu'un travail a été abordé sur la construction d'un plan directeur flexible d'allocation des plages horaires pour la programmation opératoire à l'université Jean Monnet à Saint-Étienne en collaboration avec l'UNIT de Tunis et le laboratoire d'automatique de Grenoble. Un deuxième aussi travail, bien d'autres travaux ont été abordés à l'université Jean Monnet de Saint-Étienne qui ont abordé les thèmes le risque opératoire lors de la mutualisation des médecins anesthésistes réanimateurs, l'étude exploratoire sur la stratégie de dimensionnement d'une salle de soins post-interventionnelle, la programmation des interventions chirurgicales et la proposition d'une approche qui améliore en fait le remplissage des plages horaires et la mise en œuvre d'un système d'information communicant centré sur les patients. Par la suite aussi, comme thématiques qui ont été abordées, on trouve la planification du bloc opératoire, la prise en compte de l'urgence dans le programme opératoire et l'affectation supervisée et optimale des ressources dans les systèmes de production de soins qui ont été en fait étudiés en collaboration, dans le cadre d'une collaboration entre le laboratoire d'automatique de Grenoble et l'unité de Tunis. Donc, par exemple, à titre d'exemple aussi, à la faculté catholique universitaire de Mons, l'allocation des patients au sein d'une unité de soins a été abordée. Un autre exemple, à l'école polytechnique fédérale de Lausanne et l'Institut international du management de la logistique, les nouvelles technologies de l'information au service des urgences ont été évoquées. D'autres travaux aussi qui ont été abordés dans le cadre de la modélisation et d'optimisation dans les systèmes de santé sont, par exemple, l'hospitalisation à domicile au laboratoire de génie industriel à l'école centrale de Paris. Par la suite, on trouve aussi comme sujet abordé la mesure de la performance dans la supply chain hospitalière étudiée à l'université d'Orléans et l'université Blaise Pascal. Abordons aussi le thème abordé, en fait, étudie l'utilisation de la méthodologie Gray pour la modélisation, le diagnostic et la conception d'un système hospitalier. Et enfin, à l'INSA de Lyon, le sujet qui a été abordé, c'est le pilotage conjoint de ressources hospitalières, humaines et matérielles. Donc, la proposition, plus particulièrement, d'un problème d'ordonnancement avec cycle. Donc, derrière cet état de l'art, on remarque la multiplicité de fléaux qui composent la logistique hospitalière. En fait, elle est décomposée en la logistique des flux physiques et la logistique des flux patients. Cette multiplicité des différents fléaux induit plus des risques plus de situations face auxquelles un hôpital peut être confronté et par la suite plus de risques. Donc on s'est proposé par la suite de gérer les risques dans le système hospitalier. Nous nous sommes focalisés dans ce travail sur la prise en charge des patients. D'où en fait vient notre problématique qui consiste à proposer un système d'aide à la décision basé sur l'approche avec les systèmes intelligents afin de gérer les risques dans le milieu hospitalier et plus particulièrement au bloc opératoire. Pourquoi en fait le bloc opératoire? Parce qu'il s'agit d'un lieu à la fois cher, complexe et à risque. Cher à cause des investissements lourds qu'il exige en termes de ressources humaines et matérielles, complexe parce qu'il présente l'interface, il est beaucoup en relation avec les autres services de l'hôpital,
et à risque étant donné la haute technicité des actes réalisés et les enjeux majeurs qui y se posent. Avant de proposer notre approche de gestion de risque, commençons par définir la notion de risque. Le risque est la probabilité de survenue d'un phénomène néfaste causant un préjudice aux patients, mais aussi au personnel et aux usagers, tels que les visiteurs. Donc, le risque hospitalier, en fait, il se pose au carrefour des différentes interactions entre les différents usagers. Il touche, par exemple, le personnel, les visiteurs, les patients, mais notamment les ressources matérielles et les locaux. Ces risques est bien sûr présent dans notre terrain d'étude. En fait, le CHU Sahloul est un établissement de santé publique créé en 1991. Donc, d'après ce tableau, on remarque la multiplicité des spécialités qu'on peut y trouver dans cet établissement. Donc, à savoir, on trouve les services chirurgicaux, les services médicaux et les services médico-techniques. Passons maintenant à présenter les différentes particularités des blocs opératoires du CHU Sahloul de Sousse. Donc, on remarque la multiplicité des spécialités. Donc, on trouve la chirurgie orthopédique, la chirurgie générale, l'urologie, l'urgence, la chirurgie maxillofaciale, la chirurgie cardiovasculaire et thoracique, la chirurgie des grands volets et la neurochirurgie. D'après ce tableau, on remarque par exemple qu'au niveau de deux blocs opératoires du CHU Sahloul, qui sont donc le bloc d'orthopédie et le bloc de chirurgie générale, le nombre d'interventions réalisées par année dépasse la norme qui est de 2500 interventions, donc ce qui pose plus l'exposition à des situations à risque. Donc on s'est proposé par la suite de proposer une approche de gestion des risques dans les blocs opératoires de cet établissement. Par la suite, donc, on passe suite à une réunion au CHU Sahloul, un état des lieux de la gestion des risques au CHU Sahloul montre l'existence d'un comité médical, d'un service d'hygiène hospitalière, d'une direction de soins, d'un comité de lutte contre les infections nosocomiales, d'un service de formation, d'une direction de maintenance biomédicale, mais en fait toutes ces entités ne partagent pas l'objectif commun qui est la gestion des risques. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de cellule dédiée à la gestion des risques dans cet établissement. Suite à une réunion faite avec les différents responsables de ces entités, on a pu dégager que les principaux risques au sein de cet établissement sont liés à la structure et au processus. En ce qui concerne la structure, les principaux risques sont la rupture de la continuité des soins, la mauvaise répartition du personnel, l'épuisement professionnel et la banalisation des gestes de sécurité. Pour les processus, les principaux risques sont les erreurs de soins, l'absence de suivi et des explorations, l'usage irrationnel des médicaments, les mauvaises informations et orientations des usagers, la négligence des règles de sécurité personnelle et l'absence de protocole de maintenance préventive de tous les équipements. Par la suite, donc, selon les responsables de ces différentes entités qu'on a déjà citées, les principales conséquences sont les infections nosocomiales, l'infection du site opératoire, les accidents liés aux dispositifs médicaux et appareils et les accidents de travail. Ceci, en fait, nous paraît très restreint par rapport aux différents risques qui peuvent survenir dans un milieu hospitalier. Donc, par la suite, on s'est proposé de concevoir une approche de gestion de risque. Donc, pour ce faire, on a établi un tableau comparatif des différentes méthodes de gestion de risque existantes. Donc, ce tableau nous a permis de déduire que la MEC est la plus adéquate étant donné qu'elle présente un grand intérêt pour l'établissement de santé. Elle permet aussi d'établir une analyse qualitative et quantitative et en plus elle vient à une étape prédictive ou bien préventive. Donc on a mis en œuvre en fait toutes les étapes de cette approche de gestion dans le CHU Sahloul. On va détailler par la suite chaque étape.
La première étape consiste à la phase de préparation. Lors de cette étape, on a identifié l'équipe de travail. Donc les membres de l'équipe de travail se composent des médecins chefs des blocs, des surveillants des blocs opératoires, des infirmiers, des anesthésistes, des consorts, des médecins anesthésistes, du directeur de soins et de moi-même en tant qu'animateur de l'équipe afin d'expliquer la démarche de travail et les objectifs à atteindre. Ensuite, en fait, on a validé ensemble le chronogramme de toutes les activités envisagées. Ceci nous a pris 6 mois et par la suite, donc, je me suis intéressée de la préparation des moyens nécessaires pour les réunions, telles que les collations pour la pause, la préparation des papiers, ainsi de suite. La deuxième étape consiste au choix du périmètre de l'étude. Nous nous sommes focalisés dans ce travail au bloc opératoire parce qu'il englobe différentes activités. Ceci nous permet de couvrir le plus grand nombre de risques susceptibles et parce qu'il s'agit d'un espace où se conjuguent plusieurs processus, il y a plusieurs intervenants qui concourent au déroulement de tout acte chirurgical. La troisième étape consiste à la désignation de l'équipe de travail. Donc, cette équipe, en fait, sera responsable, ou bien a été responsable, sur le remplissage du tableau index pour l'attribution des différentes critiques pour les différents risques. Donc, elle est constituée des surveillants des blocs opératoires et du directeur de soins. La quatrième étape consiste à la délimitation et la précision du champ d'étude. Donc, le processus opératoire est composé en fait de 3 phases. La phase préopératoire, la phase péropératoire et la phase post-opératoire. Donc, la phase préopératoire consiste aux différents soins, donc jusqu'à la veille de l'intervention chirurgicale. La phase post-opératoire consiste aux différents soins reçus par le patient à l'issue de l'intervention opératoire. Et la phase péropératoire, c'est notre champ d'étude précis. Donc, puisqu'elle nécessite notre présence au sein du bloc, en plus les membres de l'équipe de travail, leurs activités sont mesurables et observables au sein du bloc. Donc, cette phase est subdivisée elle-même en différentes activités. Donc, la première activité consiste à accueillir le patient. Par la suite, donc, réaliser l'anesthésie. Ensuite vient l'acte chirurgical, la remise en position à le réveil du patient et la préparation pour l'intervention suivante. Donc, suite à des réunions faites avec les membres de l'équipe de travail, on a répertorié les différentes activités qu'on trouve au niveau de ce processus. Donc, ces activités, A1, A2, ainsi de suite, vont être utiles pour l'attribution des différentes criticités. Donc, l'étape suivante est consacrée à l'analyse de l'existant et l'identification des risques. Donc, on a effectué des visites aux 8 blocs opératoires. On a pu dégager 144 situations à risque possible, que ce soit organisationnel, humain, mécanique, thermique, hydraulique, pneumatique, chimique, radiation, biologie, informatique et électrique. Les résultats dégagés reflètent l'analyse qualitative qui sera détaillée dans le tableau AMDEC. Donc, ensuite vient le développement et la conception du tableau AMDEC. Là, c'est un exemple du tableau AMDEC. On a en première colonne la fonction ou l'opération du processus, par la suite le mode de défaillance, bien le risque, son effet, sa cause et l'évaluation. Donc, l'évaluation est basée sur la criticité. La criticité, elle présente le produit de la gravité associée à chaque mode, la fréquence ou bien l'occurrence d'apparition de chaque défaillance et la probabilité de non-détection. Donc, par la suite, pour chaque situation dangereuse possible, on va calculer la criticité. Donc, pour ce faire, les échelles de mesure qui ont été choisies par les membres de l'équipe de travail varient entre 1 et 4.
Par exemple, on attribue la gravité égale 1 pour un risque qui est le moins grave, jusqu'à 4 pour le risque qui est le plus grave. Donc, C va varier en fait entre 1 et 64. Donc, après avoir attribué les criticités pour chaque situation, on va hiérarchiser ces risques afin de distinguer les situations qui sont les plus critiques et qui présentent une priorité des plans d'action. Donc, ceci est un exemple d'hiérarchisation des risques au bloc opératoire d'orthopédie. À titre d'exemple, donc, le méca de D1, c'est le risque mécanique numéro 2 lié à l'activité D1, qui est le positionnement opératoire. Deuxième exemple, l'orgue 44 F4 F5, c'est le risque organisationnel numéro 44 lié aux activités F4 et F5, sont l'intervention chirurgicale et la préparation pour l'intervention suivante. Donc, à titre d'exemple aussi, le bio 8 D3 présente le risque biologique numéro 8 lié à l'activité D3 qui est le drapage. Donc, une deuxième présentation aussi de la hiérarchisation des risques au bloc opératoire des urgences montre par exemple que le risque organisationnel numéro 33 lié à l'activité D5 présente une criticité égale à 12. Un deuxième exemple, 1,5 E1, c'est le risque informatique numéro 5 lié à l'activité E1, qui est la coordination avec le service post-opératoire général sur la disponibilité du lit et des dispositifs. Ensuite, au niveau des décisions, là, notre rapport va se poser. On va ici proposer une extension de la méthode AMDEC, que nous avons baptisée AMDEC Agent, qui se base sur les systèmes multi-agents pour mettre en œuvre un outil d'aide à la décision permettant de contrôler les situations les plus critiques. Donc, on va ici générer les plans d'action basés sur les systèmes multi-agents. Pourquoi en fait les systèmes multi-agents? Parce qu'il s'agit d'un ensemble d'entités en interaction. Ceci va permettre la communication entre les différents agents du système, que ce soit au sein du même bloc ou entre les blocs opératoires. Donc, avant de commencer, c'est quoi un agent en fait? Un agent, c'est une entité qui perçoit au moins partiellement sur son environnement, agit sur celui-ci et se comporte de manière rationnelle et autonome. Par la suite, un système multi-agent, c'est quoi en fait? C'est un ensemble d'entités qui coordonnent leurs connaissances, buts, expériences et plans pour agir ou résoudre des problèmes. Donc, les principaux types d'agents existants dans la littérature sont les agents réactifs, les agents cognitifs et les agents hybrides. Là, ce sont les principales organisations multi-agents qu'on peut trouver. Donc, on trouve la première organisation multi-agent à structure hiérarchique, les organisations multi-agents à structure de marché, l'organisation multi-agent à structure de communauté et l'organisation multi-agent à structure de société. Donc, notre approche multi-agent qu'on a proposée dans ce travail est celle à structure de communauté. Là, la figure présente l'organisation multi-agent en intra-bloc. Il y a les différentes interactions entre les différents agents. Donc, cette organisation est basée sur l'interaction de ces agents, donc à savoir l'agent planning, l'agent accueil, l'agent anesthésiste, l'agent opératoire, l'agent réveil, l'agent entretien et l'agent gestionnaire de l'information qui forment la société d'agents PT. La figure qui suit en fait présente l'organisation multi-agent en interbloc. Donc là, c'est l'organisation en intra-bloc. Et là, les différentes interactions possibles entre les responsables de chaque agent gestionnaire de risque en intra-bloc.
Maintenant, on va présenter les différents comportements des agents du système proposé. Donc, dès l'arrivée d'un patient au bloc opératoire, l'agent de planning prend en charge l'identification du patient et la vérification de la présence du rapport anesthésique, puis transfère le patient à l'agent d'accueil. Donc, le deuxième comportement de l'agent d'accueil, il prend en charge en fait l'accueil du patient et son acheminement vers la salle d'intervention, puis le transfert à l'agent anesthésiste. Le troisième diagramme présente le comportement de l'agent anesthésiste, va prendre en charge donc toute l'étape de réalisation de l'anesthésie depuis l'installation du patient jusqu'à l'orientation de l'agent opératoire. À titre d'exemple, si un problème survient lors de l'induction de l'anesthésie, cet agent va essayer de résoudre le problème en intra-bloc. Si l'objectif n'est pas atteint, il va communiquer cette information aux autres agents responsables de la gestion des risques en interbloc. Par la suite, une fois le problème est résolu, le processus de prise en charge du patient se poursuit normalement. Le comportement de l'agent opératoire est illustré comme suit. Donc, il prend en charge le patient depuis le positionnement opératoire jusqu'à la remise en position de l'opération. Par exemple, si un risque parvient lors de l'installation des instruments, cet agent va essayer de résoudre le problème en intra-bloc. Si l'objectif n'est pas atteint, donc il va transmettre cette information aux autres agents responsables de la gestion des risques en interbloc, et par la suite, donc, l'intervention chirurgicale, elle se poursuit, donc, normalement. Le comportement de l'agent de réveil est illustré par le diagramme qui suit. Donc, l'agent de réveil, il va communiquer avec le poste opératoire général sur la disponibilité du lit et des dispositifs jusqu'au transfert du patient vers le poste opératoire général. Donc, si un risque, par exemple, parvient lors du transfert du patient vers le poste opératoire général, par exemple l'indisponibilité du lit, cet agent va essayer d'offrir un matériel de suppléance en intra-bloc, sinon il communique ce problème aux autres agents responsables de la gestion des risques en interbloc. Une fois le problème résolu, le processus du cheminement du patient vers le poste opératoire général se poursuit normalement. Le comportement de l'agent d'entretien est illustré comme suit. Donc cet agent, il va s'intéresser de l'évacuation de la salle, du contrôle de la salle et des appareils et de la préparation pour l'intervention suivante. Si un risque, par exemple, survient lors de la préparation de l'intervention suivante, cet agent il va essayer, par exemple, de résoudre le problème en intra-bloc, sinon il communique l'information aux autres agents responsables de la gestion de risque en interbloc, et par la suite, donc, on passe à l'intervention suivante. Donc, enfin, le comportement de l'agent gestionnaire de l'information est illustré par le diagramme suivant. Donc, l'agent gestionnaire de l'information, une fois il a reçu une requête risque intra-bloc, va essayer de résoudre le problème en intra-bloc. Sinon, il envoie une requête risque aux autres agents responsables de la gestion de risque en interbloc et il y a reprise du processus opératoire. Donc, par la suite, je vais présenter la communication entre les agents du système proposé. Dès l'arrivée d'un patient, la première étape consiste à vérifier les données et la présence du rapport anesthésique. Par la suite, il y a transfert et acheminement du patient vers la salle d'opération. Ensuite, il y a l'étape d'anesthésie du patient. Par la suite, la préparation et l'acte opératoire. Ensuite, la remise en position, le réveil du patient, son transfert vers le poste opératoire général. Et enfin, l'entretien de la salle d'opération et le passage vers l'intervention suivante.
partie simulation, donc on est passé par les 8 blocs opératoires. Au niveau de cette présentation, je vais vous présenter 4 exemples d'expérimentation de notre approche de gestion de risque proposée. Donc le premier cas, c'est le cas du bloc opératoire d'orthopédie. L'expérimentation de l'approche ARDEC dans le bloc opératoire d'orthopédie montre que le risque à criticité la plus élevée est la défaillance de la table opératoire. Donc ce risque qui présente une criticité égale à 36. Face à cette situation, les agents du système vont communiquer comme suit. Donc une fois on détecte le problème de défaillance de la table opératoire, l'agent anesthésiste il transmet un message à l'agent gestionnaire du risque en intra-bloc. Il lui transmet l'information qu'il y a défaillance de la table. Celui-ci va essayer de résoudre le problème en intra-bloc. Si le problème est résolu, on reprend le processus normal de la prise en charge opératoire du patient. Sinon, il envoie une demande d'un matériel de suppléance aux autres agents responsables de la gestion du risque en interbloc. Une fois le problème est résolu, et envoi du matériel de suppléance, le processus de prise en charge de patient se poursuit normalement. La mise en œuvre de l'approche proposée montre la diminution de la criticité, liée à ce risque au niveau du bloc opératoire d'orthopédie. En effet, cette valeur elle est passée de 36 à 1. Cette diminution dépend de 4 principaux paramètres qui sont la prise de conscience, l'appropriation, l'action et l'évaluation. En fait, ces variables ont été définies pour le terrain, par les membres de l'équipe de travail. Donc, par exemple, pour le bloc d'orthopédie, cette période est de 15 jours. On va voir, elle varie d'un bloc à un autre. Donc, le deuxième cas, c'est l'expérimentation de notre approche proposée au bloc opératoire des urgences. Donc, l'expérience AMDEC, la mise en œuvre de toutes les étapes de l'approche AMDEC montre que le risque à criticité la plus élevée, c'est l'indisponibilité du personnel lors de l'intervention chirurgicale. Donc, ce risque qui présente une criticité égale à 12. Face à cette situation, les agents du système proposé vont communiquer comme suit. Donc, l'agent anesthésiste, dès qu'il détecte cette situation, envoie à l'agent gestionnaire de l'information, gestionnaire du risque en intra-bloc, l'information de l'indisponibilité du personnel. Cet agent va essayer de résoudre le problème en intra-bloc. S'il y a le personnel nécessaire, donc on poursuit le processus de prise en charge du patient normalement. Sinon, cet agent il envoie une requête risque aux autres agents responsables de la gestion des risques en interbloc, et une fois le personnel nécessaire est envoyé, le processus de prise en charge du patient se poursuit normalement. Donc, la mise en œuvre de notre approche proposée montre la diminution de la criticité au fil du temps. Elle est passée de la valeur de 12 à la valeur de 1. Donc, cette diminution dépend aussi de la prise de conscience de ce risque, de l'appropriation et de l'esprit de collaboration, de l'action effective et de l'évaluation de cette action. Le troisième exemple présente l'expérimentation de l'approche proposée au bloc opératoire de chirurgie maxillofaciale. L'expérimentation de l'approche AMDEC montre que le risque à criticité la plus élevée au bloc opératoire de chirurgie maxillofaciale est la complétude du dossier patient. Ce risque présente une criticité égale à 27. Face à cette situation, les agents du système vont communiquer comme suit. Donc, dès que l'agent de planning détecte cette anomalie, il envoie cette information à l'agent responsable de la gestion de risque en intra-bloc. Donc, cette fois-ci, on va présenter l'exemple de résolution en intra-bloc. Donc, en effet, chaque bloc il dispose de sa base de données, donc de sa propre base de données.
les dossiers de patients ne sont pas partagés par tous les blocs. Cet agent il va résoudre le problème en intra-bloc. Ensuite, il envoie les informations manquantes à l'agent de planning et la poursuite vient du processus de prise en charge du patient normalement. La mise en œuvre de notre approche de gestion de risque proposée montre la diminution de la criticité. En fait, elle est passée de la valeur de 27 à 1. Donc ici, on remarque par exemple que la période de diminution de criticité, elle est moins faible que les autres blocs. En effet, donc, la nature des interventions réalisées, elle dépend d'un bloc à un autre. Comme on l'a remarqué auparavant que le bloc opératoire, par exemple d'orthopédie, présente un nombre très élevé d'interventions réalisées, aussi en fait le bloc opératoire des urgences présente une certaine complexité des interventions réalisées. Par contre, le bloc opératoire de chirurgie maxillofaciale présente moins de complexité des interventions réalisées. Par la suite, le dernier exemple présente l'expérimentation de l'approche proposée au bloc opératoire de chirurgie cardiovasculaire et thoracique. Donc, l'expérience AMTEC montre que le risque à criticité la plus élevée au bloc opératoire de chirurgie cardiovasculaire et thoracique est la perturbation du programme de maintenance préventive et curative des dispositifs. Ce risque, il présente une criticité égale à 36. Donc, face à cette situation, les agents du système proposé vont communiquer comme suit. Donc, une fois on détecte l'anomalie, l'agent d'entretien, il envoie l'information que le programme a été perturbé. Cet agent responsable de la gestion des risques en intra-bloc, une fois il a découvert fortuitement une panne, va essayer de faire, ou bien va faire, une mise à jour de documents de maintenance. Il envoie complet à l'agent d'entretien et par la suite on a entretien de la salle d'opération et des matériels et le passage à l'intervention suivante. La mise en œuvre de l'approche proposée montre aussi la diminution de la criticité au sein de ce bloc. Elle est passée de la valeur de 36 à 1. Donc, elle dépend aussi de 4 principales variables qui sont la prise de conscience, l'appropriation, l'action et l'évaluation. On remarque ici, par exemple, que le nombre de jours pendant lesquels cette criticité diminue est aussi faible par rapport au bloc opératoire d'orthopédie, parce que le bloc opératoire de chirurgie cardiovasculaire et thoracique donc, présente un flux qui est relativement faible. Par exemple, le bloc opératoire d'orthopédie peut réaliser vers les 30 interventions par matinée. Au niveau du bloc opératoire de chirurgie cardiovasculaire et thoracique, on ne peut pas dépasser les 3 interventions par matinée. Donc la lourdeur ici des interventions varie d'un bloc à un autre. Donc le nombre le plus élevé présente plus de risques. Donc pour conclure, on peut déduire que notre travail présente un apport pour les CHU Servoul de Sousse. On a pu mettre en place les différentes étapes de l'approche AMTEC. En effet, auparavant, il n'y avait pas de projet de gestion de risque dans cet établissement. En plus, on a proposé, le long de ce travail, une extension de la méthode AMTEC. En fait, à ma connaissance, donc, cette proposition n'a pas été faite auparavant. Donc, on a baptisé AMTEC Agent. On a proposé aussi un système d'aide à la décision pour la gestion des risques au sein de cet hôpital. Comme perspective pour ce travail, on propose de généraliser l'approche proposée à toutes les situations à risque dans le bloc opératoire du CHU Servoul. On propose de généraliser cette approche à tous les services de l'hôpital, tels que le service d'urgence, les consultations externes, l'imagerie, ainsi de suite. La deuxième perspective qu'on peut présenter, c'est l'adaptation du système d'aide à la décision proposé à d'autres hôpitaux à l'échelle nationale et internationale. Et on propose aussi
l'utilisation de la traçabilité en tant qu'outil de gestion des risques. Par exemple, l'implantation des puces RFID dans toutes les ressources du bloc opératoire, que ce soit matériel et humain, permettra de détecter et de localiser instantanément les ressources et par la suite donc résoudre les risques qui peuvent survenir. Merci pour votre attention. Merci pour cette présentation, pour avoir parfaitement les délais. Je vous propose de débuter immédiatement la discussion avec le jury, avec notamment on va commencer avec peut-être votre rapporteur, le professeur Moustouri de l'École nationale des ingénieurs de Tunis, que nous remercions de sa présence, d'avoir fait le déplacement. Vous n'êtes pas venu dans mon avion, non, donc voilà. Donc, et qui va débuter cette discussion. Donc, je te laisse la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je tiens tout d'abord à remercier mon collègue et ami de m'avoir offert cette occasion de voir ce travail. J'ai beaucoup apprécié. Vous faites confiance un peu à l'ensemble des données que vous avez pu collecter sur une équipe qui reste quand même restreinte. Oui, vous avez un peu plus de chiffres sur ça. En fait, je remercie par l'occasion tout le personnel du bloc opératoire, ils étaient très collaboratifs. En fait, nous nous inspirons des travaux qui ont été déjà réalisés en France. On a essayé d'adapter ces mêmes situations au siège Saint-Lô. Donc j'étais présent dans le bloc opératoire, on a essayé de comparer ces différentes situations à ce qui existe réellement à Saint-Lô. Donc pour l'équipe, elle est composée de tous les médecins chefs du bloc opératoire, les infirmiers présents dans le bloc opératoire, les médecins anesthésistes, les techniciens en anesthésie, les instrumentistes et les penseurs. Et dans le 8 blocs opératoires. J'ai lu dans votre document, par exemple, vous avez cité un nombre limité quand même de personnes, là, 1, 2, 3, 4, 5, 6 médecins, donc Serma, Sey, Men, c'est uniquement ces personnes-là. Non, en fait, là, ce sont juste les personnes qui ont rempli le tableau index. Pour dégager les différentes situations à risque, j'étais présente dans le bloc opératoire avec tout le personnel intervenant pour l'attribution de la criticité, juste les surveillants des blocs opératoires qui étaient responsables. Ce n'était pas évident de les réunir dans une même salle. Donc le surveillant du bloc opératoire, c'est lui qui est responsable du remplissage du tableau index. Ça veut dire que c'est l'avis de ce monsieur-là uniquement ou l'ensemble de son équipe? Pardon? Est-ce que c'est l'avis de cette personne-là ou l'ensemble de son équipe? L'ensemble de son équipe. L'ensemble de son équipe. Mais pour la réunion qui a été faite pour l'attribution de la criticité, on était dans la salle avec juste les 8 surveillants des blocs opératoires et le directeur de soins. Il y a un aspect qui est assez subjectif au niveau de cette attribution. Donc suite à beaucoup de réunions en fait. Donc suite à beaucoup de réunions, en fait, aussi au niveau du choix de l'échelle de mesure, ils l'ont bien discuté. Au niveau de la grille d'occupation, pourquoi 4 niveaux? Pourquoi pas 5? Ce sont eux en fait qui ont défini ces différents niveaux. Pour le terrain d'études choisies, donc ce sont les responsables qui ont choisi cette échelle. Parce que, vous savez, quand on fait 4 niveaux, c'est intéressant parce que par rapport à 5, exemple, pour éviter les gens qui sont indécis de se mettre au milieu quelle que soit la condition. Donc là, ça permet de séparer. Mais du même coup, si on fait 4 niveaux, ensuite aux mêmes personnes, après un certain moment, on leur remet la grille avec 5, on peut à ce moment-là, par des croisements, supprimer certaines décisions ou écarts par rapport à une évaluation. Est-ce que vous pensez que ces grilles-là ont été remplies un jour? Est-ce qu'il faut les revoir régulièrement au niveau de l'application ou bien... Oui, bien sûr, normalement, on doit remarquer que la gravité, la fréquence et la probabilité de non-détection doivent diminuer au fil du temps. C'est-à-dire au niveau de notre application, il faut de la maintenance. Mais bien sûr. Vous avez vu ça? Non, normalement, au niveau de ce travail, on s'est limité à ces valeurs. On a tenu en compte les critiques qu'on a déjà obtenues lors de la réunion.
fait, ça m'amène à votre type de questions qui sont liées à votre application. Donc, est-ce qu'elle est paramétrique? Est-ce qu'elle est paramétrique déjà? Est-ce qu'elle est paramétrique? Dans le sens, est-ce qu'on peut la transporter? Tel que, par exemple, l'envoyer d'un service à un autre. Mais on doit réévaluer les criticité. Bon, ça peut être des paramètres. Dans votre application, on peut voir donc introduire des paramètres qui sont spécifiques à la méthode. Au bloc opératoire des services des services, bloc opératoire du CHU service. Ouais. Voilà. C'est assez intéressant parce que dans les perspectives, vous avez parlé de cette possibilité. Généraliser donc le système proposé à d'autres hôpitaux, aux autres services. Et dans le même sens, une autre question, par exemple, au niveau des SMA. Vous avez choisi une organisation, vous voyez, une structure, une organisation en communauté. Ouais. D'accord? Ouais. Je vois que pour cette application, vous avez une communauté qui est composée de un certain nombre, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Supposons que dans un autre environnement, on a besoin d'un autre agent. Oui. Ça bouscule totalement votre application En fait, ou bien? là, c'est une caractéristique primordiale des systèmes d'agents, c'est la flexibilité. Donc, l'introduction d'un nouvel agent ne va pas remettre en cause le système proposé. C'est pourquoi, en fait, on a plus le choix de l'utilisation des systèmes d'agents. Donc que votre application telle qu'elle est actuellement, c'est pour montrer la faisabilité, mais si on veut la transporter, on est obligé de réécrire de façon à donner cette possibilité d'avoir des structures qui sont différentes. Je pense que j'ai presque terminé. Un détail tout simplement sur le transparent. Donc le numéro 54. C'est 54. C'est 54. Voilà. Bon, ça c'est vraiment très visible, on voit très bien. Alors, ce que je veux voir ici, l'axe, définir un axe, désordonné. On a l'impression de comprendre, c'est contrôlé avec l'axe temps. Est-ce que c'est bien ça? Oui, c'est la communication entre les différents agents. Si on suppose qu'il n'y a pas de situation à risque, là c'est le cheminement normal du processus opératoire sans risque. Aucune dépense. C'est ça qui engendre ma remarque, par exemple, ici quand vous parlez, quand vous passez de l'étape préparation, mise en fonction, réveil. Donc vous voyez la phase réveil, par exemple, vous la gardez en même temps sur la salle d'opération, ce qui fait que l'entretien de la salle se fait en dernière phase. Ouais. Alors fréquemment, le réveil du patient est fait dans... L'entretien, c'est la vérification des appareils, des dispositifs pour l'intervention qui suit. Donc, souvent, je pense qu'on transporte le malade vers sa chambre et la phase de réveil se fait progressivement. À ce moment-là, c'est-à-dire, pour ce genre de démarche, est-ce qu'on peut tolérer peu importe, disons, des parallélismes entre le réveil entre les activités des différents agents? En fait, le réveil du patient, il quitte le bloc opératoire et par la suite, il y a mise à jour du document de maintenance et le contrôle de tous les appareils nécessaires pour l'intervention suivante. D'accord, je comprends, mais je pense un peu à l'optimisation des temps. Tout à l'heure, vous avez dit qu'au niveau des blocs opératoires, vous avez des blocs qui sont sollicités et la durée des opérations est assez importante. Donc, s'il y a des opérations lourdes, des activités qui peuvent être menées en parallèle, on peut à ce moment-là gagner sur le temps de l'occupation de Voilà, Monsieur le Président, encore une fois, mes félicitations. Merci. Merci pour ces remarques et ces questions. Je vais laisser la parole maintenant à un de vos examinateurs. Il y a l'usage avant peut-être, je vais quand même vous faire état, en tout cas, des remarques du deuxième rapporteur qui, pour des obligations de service, n'a pu se libérer ce matin. Je pense que vous avez eu état du rapport de thèse du professeur Amidi,
Pardon. Simplement, pour l'ensemble des personnes présentes ce matin, je vais peut-être relire les conclusions de son rapport. Alors, il nous dit que les résultats de notre travail sont d'un intérêt certain. Ils sont validés par leur applicabilité à l'hôpital. Donc, ça reprend un petit peu les remarques du professeur Souris. Et valorisés par des communications dans des congrès internationaux. Seulement, ces travaux doivent être valorisés prioritairement par le dépôt de brevet, que je ne trouve pas dans la bibliographie. Donc, pour lui, c'est un regret. Mais on sait tous le caractère complexe, en tout cas, dans le dépôt de brevet. C'est pas quelque chose de simple, d'autant qu'on travaille sur une matière un petit peu particulière. On travaille sur la santé, dans le domaine de la santé, et ça rend encore les choses beaucoup plus complexes. Donc voilà, tout ça n'est pas simple. Le travail soumis est de qualité, la rédaction de la lecture facile, les méthodes et les approches retenues sont pertinentes, donc bien évidemment, comme vous avez pu le dire, et comme j'en fais état auprès du public de cette soutenance, le rapport est extrêmement positif. Donc voilà, donc bien évidemment, le professeur Moutni s'excuse de ne pouvoir être présent. Donc voilà, au passage, j'en profite également pour excuser le professeur Moustapha Belamet, qui lui également n'a pu se déplacer de Tunisie et venir à cette soutenance. Donc lui aussi s'excuse de ne pas être présent à votre soutenance, et bien évidemment, les deux transmettre en tout cas leurs souhaits, en tout cas les plus cordiaux de réussite. Maintenant, je vais laisser la parole à vos examinateurs, en échange avec eux. Donc, je vais peut-être commencer, et M. Benzan ne m'en voudra pas, que je laisse la parole en première dame. Donc voilà, je vais laisser la parole au docteur Catherine Leroux, qui est praticienne hospitalier à l'hôpital Côte de Nacre. Merci Monsieur le Président. Je tiens effectivement à remercier le professeur de m'avoir sollicité pour participer à notre rencontre de notre soutenance. Je suis très honorée. Je vous remercie des compliments sur votre travail, sur cette présentation, sur le document écrit, sur votre présentation orale. J'ai trouvé ça extrêmement clair, mais je n'y suis pas perdue, j'ai l'impression de suite, parce que je peux quand même dire que je suis effectivement médecin dans le service d'urgence, et notre domaine d'études n'est pas forcément un domaine d'expertise, on a un lien très très étroit avec la santé. Donc c'est un travail qui m'a beaucoup intéressé, j'ai trouvé très étoffé, sur votre étude. Moi je ne reviendrai pas sur les outils choisis, je n'aurai pas cette compétence, mais plusieurs peut-être questions sur j'ai traité d'ailleurs dans mon échange précédent, mais viennent sur votre étude, la manière dont ça s'est passé. Et votre travail a bien duré 6 mois. Pour les différentes activités, mais avant, pour la phase d'observation, j'étais présente dans le bloc opératoire sans identification des différents risques, juste phase d'observation. Par la suite, après avoir donc dégagé toutes les situations possibles, la validation a pris 6 mois. Donc l'adaptation, la validation des réunions ont pris 6 mois. Je vais vous poser des questions qui sont très pratiques. Comment avez-vous été accepté? Comment ce travail a été accepté par les équipes? Donc ils ont bien apprécié donc, la thématique, la gestion de risque. Tellement il y avait des pistes intéressantes que je me suis parfois tiraillée par service d'urgence, les blocs opératoires, consultation externe, gestion des risques, optimisation de la prise en charge des patients. Mais finalement, il a décidé de nous implanter dans le bloc opératoire, et plus particulièrement dans la gestion des risques. Mais en fait, avec le directeur de soins, on a choisi ensemble de nous focaliser sur ça. Et ce que vous voulez dire, c'est qu'il était très demandeur. Oui, ouais. Parce que sur le terrain, quand on s'est dit, voilà, on va faire un travail pour améliorer, c'est d'accord, mais c'est compliqué, c'est long, qu'est-ce
que vous le décrivez bien, ça nécessite quand même un travail très très lourd de préparation, de réunion. Bon, et quelle implication, parce que si vous mettez ça en place, c'était pas évident de convaincre en fait les gens, mais voilà. suite à des réunions, donc alors, on a choisi ensemble de nous focaliser sur le bloc opératoire. C'est la méthode qui paraît évidente, actuellement, chez nous, on a les mêmes problématiques, donc on a effectivement des restrictions en personnel. Donc on dit, bah oui, mais si on nous demande ça, pendant qu'on fait nos réunions, on n'est pas auprès du patient. Est-ce que vous pourriez leur répondre, quel argument vous pourriez apporter pour les convaincre justement de la nécessité de se faire ce genre de travail? Parce que moi, en tant que médecin, je n'ai pas été formée par ces outils, et puis finalement, on travaille beaucoup sur les EPP et l'évaluation des pratiques professionnelles, et puis instinctivement, on arrive à travailler avec ces méthodes, mais quand il faut des centres un petit peu plus dans la place, des fois, on dit, c'est quoi ce truc, ça va donner quoi? Est-ce que vous avez eu l'impression de savoir la part des équipes ce genre de sentiment? En fait, suite à des observations, par exemple, j'ai commencé à travailler sur le système d'information, mais je n'ai pas eu la possibilité d'avoir les données nécessaires. Toutes les données nécessaires concernant les systèmes d'information, la communication entre les différents services aussi. J'étais aussi présente dans le service des urgences. C'était pas évident d'être présente au bloc opératoire des urgences, les soirées, les nuits, toute la journée. Donc, par la suite à des réunions, on a choisi de travailler sur la gestion des risques au bloc opératoire. Donc, l'activité, c'est plutôt au niveau des matinées. Pour ça, on aura l'occasion d'avoir des réunions les après-midi. C'est pour ça. C'est la petite partie qui manquait un petit peu, c'était sur le détail de la méthodologie, de la manière dont vous avez abordé, amené ce travail au sein de l'établissement. Si on veut mettre en place ce genre d'outils pour faire cette étude, est-ce que vous pensez que c'est possible en interne, parce que l'idéal serait de pérenniser un petit peu l'établissement, ou est-ce qu'il faut forcément faire appel à des sociétés extérieures, parce que vous avez été quand même le point central pour coordonner tous ces travaux? Est-ce que vous pensez que dans un établissement, c'est quelque chose qui est facile à mettre en place? Par exemple, là, c'est au niveau de l'hôpital, ils ont bien apprécié le travail, mais il n'y a pas réellement de mise en place. Ça nécessite du budget, ça nécessite du temps, mais ils comptent le faire dans l'avenir. En plus, en Tunisie, il n'y a pas de thèse auparavant, par exemple, qui ont été faits par exemple, au sein de cet hôpital. Ce n'est pas aussi développé comme en France. Il y a des essais mais je trouve que c'est un peu embryonnaire, ça serait intéressant. Oui, en Tunisie, c'est beaucoup plus restreint. Quand avez-vous terminé ce travail d'analyse? Au mois de janvier. D'accord. Au mois de janvier. C'est vrai que c'est assez récent, mais ce qui est intéressant de voir, c'est les conséquences, la manière dont elle est utilisée à la suite. Est-ce que vous avez eu quelques échos? Oui, normalement, j'ai... Le bénéfice, en fait, rendu par ce travail. Je vais rester en contact avec le directeur de soins. Il me dit toujours que cette approche, elle est en train d'améliorer un jour après l'autre, donc la criticité des situations à risque présentes dans le bloc opératoire. Parce qu'un point important, c'est effectivement la pérennisation de ce système, cette évaluation qui doit être en continu et qui doit devenir au fil de l'eau. Donc c'est bien dès qu'on fait un travail, pour n'importe quoi sur la douleur, pour améliorer la prise en charge, hop, on voit un mieux dans les résultats, et dès qu'on le temps passe, effectivement, à nouveau ça descend un petit peu, parce que perd de temps, il y a des nouvelles personnes qui arrivent, elles ne sont pas. Je pense que ça c'est un point important, après de pouvoir continuer. Voilà, je vais laisser quand même la parole aux autres membres. Merci à nouveau pour une présentation de votre travail, qui est un très très beau travail, et je vous souhaite aussi une réussite. Merci beaucoup. Je vais maintenant laisser la parole à M. Betsala, directeur des soins au CHU de Saint-Denis, pour ses commentaires, ses questions sur ce travail qu'il connaît bien. Je vous remercie, Monsieur le Président. D'abord, je vais intervenir à deux niveaux. Une intervention solidaire, puis une intervention approfondies. Permettez-moi de dire un petit mot. Très cher maître,
Mesdames et Messieurs, permettez-moi tout d'abord d'exprimer le grand bonheur que je ressens et l'immense honneur qui m'a été accordé d'être là dans cette prestigieuse institution, l'École centrale de Lille, entourée de solidité académique et universitaire, siégeant avec les grands des universités françaises et tunisiennes, débattant des projets doctoraux entrepris par deux enthousiastes d'âme et décidés d'apporter un fabuleux élan à la cohabitation high-tech, high-touch. Dans la structure hospitalo-universitaire, ce fait entrepreneur et avant-gardiste, il est là, dirigé, accompagné et soutenu par des éminentes personnalités qui conjoint et donne la plus-value des apports de l'homme, la valeur ajoutée de la science, de la coopération entre les pays, et valorisant le potentiel résiduel des jeunes chercheurs en leur permettant de rendre cet adressé potentiel un potentiel créateur. Et c'est fait. Ces deux thèses qu'on soutient solennellement aujourd'hui et demain, en sont les produits de cet esprit bâtisseur de l'ordre et entrepreneur des belles œuvres scientifiques. Et je dois féliciter M. Slim Hamadi, Mme Haïfès Gueye, Mme Brigitte Foncé, M. Hervé Hubert, Mme Catherine Leroux, M. Mekli Tsouri, Mme Imen Belkakla et Mme Daphne, et je vous remercie. Pour le travail de Mme Imen, je veux vous annoncer une grande nouvelle. La défaillance, la criticité, le problème, le risque au bloc opératoire des urgences, il a été totalement, pratiquement éliminé. Il n'y a plus de défaillance en termes de mobilisation d'ordonnancement. Et je suis témoin, puisque je suis le directeur de soins à l'hôpital Saint-Louis. La table du bloc opératoire orthopédique, qui est pratiquement le plus grand bloc, puisqu'il dessert les 5 gouvernorats du centre, c'est une table nouvelle. 18 000 dinars tunisiens qui ont été déployés après le travail de Mme Imen. Donc, les malades de la région de Sousse, donc le premier impact positif du travail, c'est déjà fait du mois de janvier jusqu'à nos jours, et maintenant, le bloc opératoire des urgences, il a été doté par un personnel plein temps au bloc opératoire des urgences. Je m'adresse maintenant à Mme Imen Belkar. Madame Imen, votre travail soutenu a suscité déjà, avant la présente cérémonie, ma reconnaissance en tant que directeur de soins, pilote de la qualité de vie à l'hôpital de Montiège. L'appui du directoire déjà et l'adhésion de tous les acteurs travaillant du bloc opératoire de Montiège. C'est une première en termes de recherche scientifique orientée gestion hospitalière innovante. Vous avez considéré, ou plutôt vous avez coordonné et considéré la noblesse de la rigueur, et vous avez donné l'exemple d'une battante. Vous avez vécu des moments de satisfaction, des moments de déception. Mais en réalité, vous avez accordé à l'hôpital Saint-Louis de Sousse quelque chose de grand. J'ai souligné ça à vous. Ce qu'en Tunisie, pendant 3 années, nous avons osé parler qu'il y a des risques à l'hôpital. Et que ces risques sont là. Par ailleurs, votre travail se lit aisément et je devrais pratiquement passionnément, je l'ai lu passionnément, vous êtes enthousiaste, battante et surtout sereine. À travers votre thèse, vous avez soulevé une question fondamentale. L'équation sacralité de la vie humaine, mission de l'hôpital et gestion des risques. Vous avez relayé tout au long de votre thèse des rapports étroits et surtout vulnérables entre prestation de soins, engagement professionnel, ordonnancement des ressources humaines, nature des soins, et risques prévalents et approches innovantes
le SMA, en termes de gestion des risques. Vous avez proposé des moyens pour maîtriser les risques liés à l'activité hospitalière. C'est très efficace pour offrir aux gestionnaires une flexibilité dans la planification, l'organisation, la direction et le contrôle de la chaîne de la prévalence et de l'incidence des risques. En revanche, il y a lieu, me semble-t-il, d'évoquer la dimension culturelle spécifique à l'environnement hospitalier tunisien. J'ai beaucoup apprécié la clarté de votre rédaction, et notamment les paragraphes introductifs de chaque chapitre. La pertinence dans les liaisons entre ces chapitres et les sous-chapitres. Par ailleurs, s'il est exact que le système multi-agent a réussi en milieu industriel, il serait intéressant de décrire davantage les procédures envisageables pour opérationnaliser le système dans les structures hospitalières, considérant la culture et la nature spécifiques aux soins et donnant un chronogramme de la faisabilité entre actions spécifiques et formation. Vos recommandations me semblent très réalistes et témoignent de votre perception exacte de la nature des esprits flexibles et perméables du professionnel de la santé, en l'occurrence tunisien. Maintenant, comment rendre ce virtuel un outil incontournable dans la gestion hospitalière quotidienne? On aboutira certes à préserver beaucoup de vies humaines et atténuer les souffrances évitables. Vous avez fait quelque chose de fabuleux. Vous avez diagnostiqué le risque, vous avez entrepris un moyen informatique très accessible en Tunisie et très sollicité. Et il y a une citation qui dit: après aimer, aider est le plus beau verbe du monde. Vous nous avez aidé, Madame Humaine, je vous en suis reconnaissant. Merci pour cette intervention, M. Benzala, auquel j'adhère. Juste une petite remarque. L'honneur que j'ai pour nous, pas pour vous, c'est pour vous. Soyez présents. Que l'on puisse participer à des travaux de collaboration, d'échange avec d'autres systèmes, d'autres modes d'organisation. Ça enrichit tout le monde. Donc l'honneur, il est pour vous. Parce qu'elle l'a évoqué, mais timidement, à mon sens. Là, aujourd'hui, on a réalisé un noyau complètement fonctionnel, validé et approuvé par le client et le partenaire numéro 1 à ce travail, à savoir l'hôpital Saint-Louis de Sousse. Pour répondre à la remarque de M. Fouli, alors ce noyau est complètement paramétrable grâce justement à la modélisation agent qui est dynamique et flexible et qui permet justement de s'adapter à tout système de santé. Donc justement, on a travaillé sur ce point pour qu'on puisse généraliser ce travail à tout établissement de santé. Et sur ce point, justement, pour répondre à la remarque de Madame Leroux, maintenant le challenge, c'est de mettre en place un système informatique distribué sur les différents blocs et pourquoi pas sur les différents établissements de santé à proximité, pourquoi pas lointains. Donc là, c'est vraiment un challenge qu'on pourrait le concrétiser grâce à un projet, pourquoi pas régional ou national. Donc là, ça serait justement intéressant de le faire et de mettre en place justement un système qui soit interactif avec les utilisateurs finaux, c'est-à-dire les personnels de soins et ainsi de suite, grâce à via des interfaces graphiques, intuitives, écologiques, parce qu'aujourd'hui on parle d'interfaces écologiques qui sont intuitives et qui s'adaptent par rapport au comportement et aux attentes des personnels de soins. Donc voilà, c'est un challenge qu'on pourrait peut-être mettre en place, et là je m'adresse à
à mes collègues, ça serait quand même intéressant de le faire, puisque c'est dommage, on ne peut pas vraiment faire un brevet. Mais bon, c'est vu que c'est compliqué, mais ça serait au moins, ça serait au moins intéressant de mettre en place un projet concret qui permet justement de développer ce noyau fonctionnel et aller au-delà de ce qu'on a pu réaliser donc dans le cadre de cette thèse. Donc voilà, j'ai plus de remarques. Aller analyser les risques, etc. Parfois mettre en place donc, cette méthode-là, en fait, franchement, c'est pas évident. Déjà, c'est pas évident en industrie, mais dans le domaine de la santé, franchement, c'est pas évident en industrie. Hein, je veux dire, automobile ou autre, aller faire une méthode d'ordonnancement et aller l'appliquer, c'est toujours comme tu disais, budget, etc. Alors que là, maintenant, en fait, appliquer une méthode de gestion de risque, ça va changer certainement le travail quotidien des gens, des médecins, etc. Et là, c'est vraiment pas évident. Hein, c'est vraiment pas évident. Et c'est pour ça qu'en fait, vous avez vraiment du courage d'aller, de choisir ce sujet-là et d'aller travailler sur le terrain. Parce qu'il est clair qu'un sujet comme ça, on ne peut pas le travailler théoriquement, à distance, etc. Donc il faut y aller. Et là, vous avez vraiment du courage pour faire tout ça. Juste une anecdote là, comme ça, en fait, j'ai passé une année, mes vacances à Hammamet, je tombe par hasard sur Imen, à la plage, et ben elle m'a dit comme ça, elle commence à me poser des questions sur la gestion de risque. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Elle a laissé tomber sa famille, elle vient me voir, et là c'est vraiment pour montrer vraiment la persévérance, elle a envie d'aller vraiment jusqu'au bout. Et franchement pour ça, je te remercie et je te félicite vraiment pour tout ça. Voilà. Merci, M. le Président. Merci, Céline. Bien, moi, alors, en tant que président du jury, en principe, je suis censé être là pour vous défendre. Le président du jury défend. Alors après les attaques violentes et sévères que vous avez subies, mon travail n'est pas simple, vous le remarquerez. Donc je pense que, compte tenu des remarques, des louanges, quasiment, qui vous ont été faites, je pense qu'on va tous être assez d'accord pour dire qu'on a trouvé votre travail, en tout cas de façon globale, de bonne qualité. Moi, je voudrais insister sur des choses qui ont déjà été dites, mais je pense qu'elles sont importantes et il faut peut-être encore insister dessus. La première chose, c'est qui me semble pour moi extrêmement importante, vous le savez peut-être pas, mais moi de formation, je suis économiste. Aujourd'hui, je fais dans la santé publique. Vous voyez comme quoi les choses, tout évolue. Donc voilà. Mais au départ, en tout cas, ma formation, c'est une formation d'économiste. Vous, au départ, vous êtes gestionnaire, si je ne dis pas de bêtises. Et aujourd'hui, vous avez fait un travail de qualité avec, en tout cas, des très fortes tonalités informatiques, de modélisation, presque mathématiques à certains moments. Donc voilà, c'est la preuve que voilà, aujourd'hui, il est très compliqué d'envisager un travail de recherche sans envisager cette notion de pluridisciplinarité. Alors, voilà, c'est un joli mot. Hein. Souvent, il faut être pluridisciplinaire, c'est à la mode, etc. On le dit tous, on ne le fait pas tout le temps. Là, vous l'avez réalisé. Donc ça, c'est extrêmement important. Et surtout, vous n'avez pas oublié quand même votre formation initiale. Et voilà, parce que au final, vous allez être docteur, docteur dans la spécialité automatique, informatique, industrielle, mais également docteur en sciences de gestion. Et je pense que là, pour le coup, véritablement, vous allez mériter, c'est une fois docteur, hein, mais vous allez mériter ces deux appellations-là, parce que dans votre travail, on retrouve bien un travail de gestion, effectivement, et on retrouve bien un vrai travail qui tourne autour des sciences de l'information et de l'informatique. Donc ça, c'est la première remarque. Deuxième remarque, elle porte sur, et là ça a été repris à plusieurs reprises, sur le caractère appliqué de votre travail. C'est extrêmement important. En santé, alors moi j'ai une petite expérience, je travaille depuis un certain nombre d'années dans le domaine, et je sais
d'expérience que globalement, si vous faites un joli modèle qui tourne sur des jolies machines, les médecins vont être extrêmement intéressés, ils vont dire « Ah, c'est joli, c'est beau, c'est de la science ». Et la deuxième question, Philippe a été présent à plusieurs réunions avec moi, avec des médecins, la deuxième question c'est bien, c'est vraiment une beau truc, ça sert à quoi? C'est la deuxième question, parce qu'ils sont très pratiques, ça sert à quoi votre truc? C'est beau, c'est très intelligent, on comprend d'ailleurs pas tout, mais ça sert à quoi? Et véritablement là, vous avez essayé dans ce travail de mettre immédiatement en application les résultats, les résultats entre guillemets théoriques de recherche que vous avez entendus. Donc ça c'est excessivement important. Si c'est pas appliqué, ça sert à rien. Alors si, je dis ça sert à rien, si, ça sert toujours, ça sert à faire avancer la science, c'est déjà pas mal, on amène notre petite contribution à l'avancée des sciences, ça sert à faire des publications, c'est extrêmement important dans nos carrières, mais